Alors, merci beaucoup, Denis. En fait, la dernière question met un peu la table à la dernière activité de la journée. En fait, on va terminer cette journée avec une note un petit peu plus positive. On va vous présenter la vidéo qui traite de la grève du groupe de Rio Tinto Havre Saint-Pierre, une grève qui a eu lieu il y a 2 ans, où vraiment l'objectif était de maintenir le régime de retraite pour les futurs travailleurs. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'entreprise Rio Tinto, QIT Ferretistan, comme le président Arsenault le dit, en fait, QIT voulait faire en sorte que les nouveaux travailleurs auraient pu accéder à un régime à prestations déterminées. Et bon, les travailleurs en place ont décidé de mener le conflit justement sur cet enjeu-là, enjeu qui était fondamental pour la communauté. La communauté a été bien impliquée dans le conflit. C'est un conflit qui a été quand même assez long. Et les travailleurs et la communauté ont eu gain de cause. Donc, je vais vous présenter ce film-là. Mais d'abord, je vous explique pourquoi je vous présente ce film-là aujourd'hui. C'est sûr que ça termine la journée sur une note positive, mais il y a quand même un lien à faire avec la bataille que mène présentement un autre groupe de Rio Tinto, c'est-à-dire le groupe de Rio Tinto allemand. Eux aussi, présentement, puis j'en dirai pas plus long, sont en train de se battre pour que les jeunes aient accès à une qualité d'emploi, une qualité de revenu qui soit adéquate. Alors, j'ai décidé de donner la parole à Hugues Villeneuve, qui est vice-président du syndicat de la section locale, à venir nous dire 2 mots sur leur conflit. Bien, bonjour tout le monde. Merci Marie-Josée pour l'introduction, d'avoir la chance de pouvoir vous parler un petit peu de notre conflit. Je vais essayer d'être bref, puis pas parler trop vite. Des fois, la nervosité me fait emballer. Donc, gênez-vous pas pour me breaker si je m'emballe un petit peu trop. Puis, je suis ouvert à toutes les questions. Notre conflit a commencé, premièrement, on a commencé des négociations le 4 octobre 2011, selon la loi prévue au Québec, là, le 3 mois avant l'échéance de la convention collective. Ces négociations-là ont été, somme toute, pas trop faciles. Il y a eu, premièrement, il faut que je vous dise qu'on est 3 accréditations en négociation dans la même usine, qui sont toutes regroupées avec le même syndicat. Donc, ces négociations-là, on a eu environ 60 rencontres sur 3 mois. C'est pas beaucoup sur 3 syndicats, 3 accréditations. Si vous faites le calcul, c'est à peu près 20 rencontres par syndicat. Sur 3 mois, c'est pas beaucoup. Donc, la partie patronale n'était pas beaucoup ouverte. On voyait que le conflit était préparé d'avance. Donc, le 31 décembre, à 1h du matin, on s'est fait sortir de façon vraiment, là, je vais mettre le terme entre parenthèses, de façon sauvage par l'employeur. On a eu un lock-out illégal. D'ailleurs, on est en juridique, en côté juridique là-dessus. Excusez-moi, nervosité, je suis un petit peu énervé, là. OK, donc à 1h du matin, on s'est fait sortir par des agents de sécurité. Il y avait environ 150 agents de sécurité qui ont rentré à l'usine, qui ont sorti nos membres de l'intérieur. Écoutez, ça s'est fait vraiment très, très vite. Il était très bien organisé. Nos gens n'ont pas eu le temps de prendre leur douche. Vous savez, nous autres, à l'intérieur de l'aluminerie, il y a quand même plusieurs contaminants, dont du beryllium. Donc, les gens, normalement, la douche est obligatoire avant de quitter le travail. Ces gens-là n'ont pas pu prendre leur douche. Ils se sont fait garrocher des sacs de poubelle d'en face par les superviseurs. C'était « rentre ton linge dans le sac, puis tu sors de l'usine ». Donc, le conflit a commencé ainsi. On voyait venir la chose. On ne croyait pas que c'était possible d'avoir un lock-out. On ne croyait pas au lock-out. On croyait, nous autres, bien honnêtement, être capable de continuer à négocier après les termes du contrat qui se terminait le 31 décembre 2011. Donc, on s'est fait sortir. L'enjeu de notre négociation, c'est pas compliqué. On ne se bat pas pour du salaire, on ne se bat pas pour des vacances, pour des congés. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que la génération future, vous savez, en région, il faut s'occuper de nos jeunes si on ne veut pas qu'ils s'exodent, qu'ils sortent de la région. Donc, ce qu'on veut, c'est que nous autres, ce qu'on fait aujourd'hui, comme travailleurs, on est 792 travailleurs dans l'usine. Ce qu'on veut, c'est que les 792 continuent à faire aujourd'hui, demain et après-demain le travail qui est syndiqué. On veut que les jeunes, lorsqu'il y a des départs à la retraite, que les jeunes puissent entrer à l'usine, avoir les mêmes conditions que nous autres. Vous savez, comme mon confrère le disait, nous autres, quand on est rentré à l'usine, on a ramassé une assiette qui était pleine de belles conditions, on a des bons salaires. On n'est pas gêné de ça. Il ne faut pas être gêné de gagner ce qu'on gagne. Donc, on a des beaux salaires, des belles conditions, un bon fonds de pension.
parce qu'on veut, c'est que le prochain ramasse les mêmes conditions, ramasse la même affaire. Puis c'est ça un peu qui fait vivre une région comme la nôtre. C'est pas Rio Tinto, de par ses investissements dans une piste cyclable ou d'un moulin à images à Québec, qui va faire virer l'économie de la région ou encore plus l'économie du Québec. Ce n'est pas eux autres qui vont investir dans les infrastructures de la santé ou de l'éducation. Bien, le moyen d'investissement va se faire par des emplois de qualité, par des bonnes jobs. Une chose que je veux préciser en même temps, la fameuse sous-traitance. On n'est pas contre la sous-traitance. C'est bien clair, puis on l'a dit médiatiquement, puis on va le dire encore. Écoutez, ça fait environ 150 000 heures de sous-traitance à l'usine. La sous-traitance, on en a. Il y a des jobs qu'on ne fera pas, il y a des emplois qu'on ne fait pas, des activités qu'on ne fait pas. On n'est pas contre ça. Même dans nos discussions avec l'employeur, on avait ouvert, puis on a ouvert des pistes de solutions en disant, bien, regarde, dis-nous où tu veux l'avoir, puis on en discutera, puis on regardera comment ça se passera, comment ça va se faire. Il est fermé à tout présentement. Mais c'est pour vous dire que ce qu'on veut, c'est l'emploi pur, la job qu'on fait, les 792 emplois dans l'usine, qu'ils se poursuivent. Excusez. Autre chose, c'est que, bon, on mène un bon combat, les gens sont mobilisés, nos travailleurs sont bien mobilisés, mais on l'a pas eu, je vous dis, gratuit. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille auprès des membres. Dans la mobilisation, la façon qu'on le fait, c'est, le monsieur disait tantôt, M. Bolduc, que tu sais tes membres bien informés, c'est comme ça qu'ils prennent des bonnes décisions, puis qu'ensuite de ça, ils vont se mobiliser et nous appuyer. Ça fait 1 an et demi qu'on est avec les membres, qu'on travaille. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille les politiciens sur tous les niveaux, que ce soit municipaux, provinciaux, puis qu'on veut faire connaître notre conflit. En même temps, qu'on veut faire connaître nos enjeux. En même temps, ça fait un bout qu'on travaille beaucoup sur les médias sociaux. Le fameux Facebook, qui peut être souvent là, un genre de grosse patente pour vendre nos ombres. Là, ben nous autres, on s'en est servi pour mobiliser dans la région, pour mobiliser nos membres. Puis je peux vous dire que ça a été ça l'est encore extrêmement payant. On s'attend cette semaine de pogner nos 3600 membres sur notre site Facebook du syndicat des métallos 94-90. L'information qui en découle et qui roule là-dessus, écoutez, c'est impressionnant. Donc, c'est du day-to-day. Je vous invite d'ailleurs à devenir membre. Ça va nous faire plaisir de vous accepter. Vous allez avoir un petit peu le profil de qu'est-ce qui se passe dans la négo et puis dans le conflit. Puis c'est vraiment, je vous le dis, là, c'est vraiment du day-to-day. Puis ça circule l'information, ça en est fou. Ce que tu vas voir dans 1 heure, dans 2 heures, il n'est plus là, il est rendu trop loin. Écoutez, en tout cas, je vous invite encore à venir adhérer au site. Je n'ai rien oublié, mais je me suis pris des petites notes. RTA, c'est qui RTA dans la région? Écoutez, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, RTA, c'est 4 usines. 4 usines d'aluminium, des fonderies, où on transforme la bauxite en aluminium. RTA possède leur propre port de mer, donc leur quai à bateau. RTA possède également leur propre réseau de ferroviaire, des trains. RDA possède une usine de transformation de la bauxite en aluminium, mais également RTA possède des barrages hydroélectriques. Ce qui m'amène à la fameuse entente d'échange, on va dire ça comme ça, puis entre grosses parenthèses, hydroélectrique entre RTA et Hydro-Québec. Vous savez, d'un conflit, hein, normalement, on s'assure bon, pas on s'assure, c'est pas un bon terme. D'un conflit, normalement, les 2 parties ont mal, on va dire, de façon peut-être égale. Dans notre conflit, les membres, les syndiqués ont mal, mais l'employeur, lui, ne souffre pas trop. Vous avez sûrement vu dans les médias dernièrement, depuis le début du conflit, qui est le 1er janvier 2012, le gouvernement du Québec, par le biais d'Hydro-Québec, a donné 40 millions à RTA pour acheter de l'énergie qu'ils ont en trop parce qu'ils ne produisent pas l'usine d'Alma. L'usine d'Alma, elle fonctionne au tiers de sa capacité. Donc, il y a un surplus énergétique généré par le lock-out Alma que RTA vend à Hydro-Québec. À nous autres, les Québécois, au coût qu'on s'en doute qui est assez faramineux considérant le prix qui leur coûte à produire et le prix que le tarifel coûte. Donc, chaque Québécois ici, on est en train de financer le lock-out à Alma de par le biais d'Hydro-Québec. Donc, c'est sûr que pour nous autres, ça, c'est un des volets qu'on exploite beaucoup et qu'on va continuer à exploiter et à faire connaître les enjeux de cet échange-là, puis qu'on va mettre de la pression sur les partis politiques. On le fait, puis on va continuer à le faire, c'est clair, c'est inconcevable que des choses comme ça puissent se passer. Puis ça laisse beaucoup, je pense, à présager au futur plan Nord, qu'est-ce qui s'en vient, qu'une compagnie comme RTA peut faire des ententes à l'insu de la population puis des membres d'un syndicat,
des ententes de la sorte avec notre gouvernement qui est là pour s'assurer d'avoir des bons intérêts pour la population québécoise. Mais en tout cas, comme je le dis, je pense que ça laisse présager sur le plan nord qu'est-ce qui s'en vient. Écoutez, je vais être assez bref, là. Vous savez, dans notre conflit, des conflits dans la région, le dernier a eu lieu en 1976, en fait en 1995, parce que c'était d'autres installations de la région. Pour la nôtre, notre installation, le dernier a eu lieu en 1976. Normalement, là, un peu comme d'autres conflits, peut-être que vous avez connus, normalement, ça se fait à coups de batte de baseball, puis on brise 3-4 affaires, puis après ça, on déraille une traque, on s'en mange que le train ne passe plus. Mais nous autres, notre conflit, étant médiatisé, on a pris le volet des médias, on a pris le volet de Facebook, comme je parlais tantôt. Donc, étant médiatisé, on a décidé de s'adapter à une version, je pourrais dire, 2.0 du syndicat. Ces volets-là, on les a mis de côté. On ne voulait pas. Ce qu'on veut, c'est faire connaître nos enjeux, notre conflit. Ce qu'on veut, c'est que la population se greffe à nous autres. Puis c'est ce qui se passe. Présentement, je vous dirais, là, on pourrait mettre là, qu'un 55-60% de la population nous appuie dans le conflit. Puis ça, c'est vraiment je pourrais dire de quoi d'exceptionnel pour un syndicat, dans notre région, d'avoir un appui de la sorte. Puis on n'a pas fini, on continue à mobiliser les gens là-dessus. Puis pour ce faire, c'est clair qu'il faut être blanc, il faut être clean comme syndicat. C'est la voie qu'on a prise. Je vous disais qu'on fait des manifestations. Écoute, on va le dire, comme les jeunes diraient, on est sur la coche. On reste bien douette, on mobilise, on fait des manifs, on se promène partout dans la grandeur du Québec. Vous avez peut-être vu environ 3 semaines ici, quand on est venu, quand notre chef de la direction, Jocelyne Côté, est venu faire une conférence ici sur l'avenir des jeunes du Québec. C'était bon d'ailleurs. Elle ferme une usine, puis elle fait une conférence sur l'avenir des jeunes. Donc, on est venu manifester, vous allez voir de plus en plus. On a mobilisé, comme je disais tantôt, dans l'usine, on a mobilisé dans la région. Maintenant, on va mobiliser dans le Québec. On veut faire connaître notre conflit, on va s'étaler. Vous allez nous voir, peut-être pas dans toutes les régions, mais Montréal, Québec, vous allez entendre encore plus parler de nous autres dans les médias. Il faut étaler ce conflit-là, il faut faire connaître, puis il faut montrer que Rio Tinto, c'est un citoyen corporatif en qui on ne peut pas avoir confiance. Donc, je vais terminer là-dessus. Et puis, également, toujours pour garder la notion des régimes de retraite, juste vous dire que présentement, on mène ce combat-là pour nos jeunes, face à la sous-traitance, face aux emplois que Rio Tinto. D'abord, cet argent-là s'en va à Londres, en Australie, siège social est là-bas, il n'y a rien qui reste au Québec. Donc, on mène ce combat-là présentement. En 2014, nous autres, on négocie notre fonds de pension. C'est clair qu'on connaît Rio Tinto avec sa soif concernant les CD, à éliminer les PD pour faire place aux CD. Fait que c'est sûr qu'en 2014, nous autres, on s'attend à un autre conflit, qu'on va se pincer avec eux autres encore sur les régimes de retraite. Puis ça aussi, ils vont nous trouver sur leur chemin. Merci beaucoup.